Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec George Sand que nous allons nous évader. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Elle et lui. C'est un roman qui s'établit notamment au travers d'une correspondance et qui évoque la relation de George Sand avec Alfred de Musset. Nous en sommes à la fin de cet ouvrage, au chapitre 12. Oui, tu as raison, s'écria Laurent. J'étais injuste, et ma fatale curiosité est une torture que je suis vraiment criminelle de vouloir te faire partager. Oui, pauvre Thérèse, je te fais subir d'humiliants interrogatoires, à toi qui ne me devais que l'oubli et qui m'accorde un pardon généreux. Je change les rôles, j'instruis ton procès et j'oublie que c'est moi le coupable et le condamné. Je cherche d'une main impie à arracher les voiles de pudeur dont ton âme a le droit et sans doute aussi le devoir de s'envelopper pour tout ce qui tient à tes relations avec Palmer. Eh bien, je te remercie de ton fier silence. Je t'en estime d'autant plus. Il me prouve que jamais tu n'as laissé Palmer t'interroger sur les mystères de nos douleurs et de nos joies. Et je le comprends maintenant. Non seulement une femme ne doit pas ses confidences intimes à son amant, mais encore, elle se doit de les lui refuser. L'homme qui les demande avilit celle qu'il aime. Il exige d'elle une lâcheté, en même temps qu'il la souille dans sa pensée en associant son image à celle de tous les fantômes qui l'obsèdent. Oui, Thérèse, tu as raison. Il faut travailler soi-même à entretenir la pureté de son idéal. Et moi, je me vertue sans cesse à le profaner et à l'arracher du temple que je lui avais bâti. Il semblait qu'après de telles explications, lorsque Laurent se disait prêt à les signer de son sang et de ses larmes, le calme dut renaître et le bonheur commencer. Il n'en était pas ainsi. Laurent, dévoré d'une secrète rage, revenait le lendemain à ses questions, à ses outrages, à ses sarcasmes. Des nuits entières se passaient en discussions déplorables où il semblait qu'il eût absolument besoin de travailler son propre génie à coups de fouet, de le blesser, de le torturer pour le rendre fécond en malédictions d'une effroyable éloquence et pour faire atteindre à Thérèse et à lui les dernières limites. Du désespoir, oui. Après ces orages, il semblait qu'il n'y eût plus qu'à se tuer ensemble. Thérèse s'y attendait toujours et se tenait prête, car elle prenait la vie en horreur. Mais Laurent n'avait pas encore cette pensée. Accablé de lassitude, il s'endormait et son bon ange semblait revenir pour bercer son sommeil et mettre sur ses traits le divin sourire des visions célestes. Règle invariable, inouïe, mais absolue dans cette étrange organisation, le sommeil changeait toutes ses résolutions. S'il s'endormait le cœur plein de tendresse, il s'éveillait l'esprit avide et de combat et de meurtre. Et réciproquement, s'il était parti la veille en maudissant, il accourait le matin pour bénir. 3 fois, Thérèse le quitta et s'enfuit loin de Paris. 3 fois, il courut après elle et la força de pardonner à son désespoir, car aussitôt qu'il l'avait perdue, il l'adorait et recommençait à l'implorer avec toutes les larmes d'un repentir exalté. Thérèse fut à la fois misérable et sublime dans cet enfer où elle s'était replongée en fermant les yeux et en faisant le sacrifice de sa vie. Elle poussa le dévouement jusqu'à des immolations qui faisaient frémir ses amis et qui lui valurent quelquefois le blâme, presque le mépris des gens fiers et sages qui ne savent pas ce que c'est que d'aimer. Et d'ailleurs, cet amour de Thérèse pour Laurent était incompréhensible pour elle-même. Elle n'y était pas entraînée par les sens, car Laurent, souillé par la débauche où il se replongeait pour tuer un amour qu'il ne pouvait éteindre par sa volonté, lui était devenu un objet de dégoût pire qu'un cadavre. Elle n'avait plus de caresses pour lui et il n'osait plus en demander. Elle n'était plus vaincue et dominée par le charme de son éloquence et par les grâces enfantines de ses repentirs. Elle ne pouvait plus croire au lendemain et les attendrissements splendides qui les avaient tant de fois réconciliés n'étaient plus pour elle que les effrayants symptômes de la tempête et du naufrage. Ce qui l'attachait à lui, c'était cette immense pitié dont on contracte l'impérieuse habitude avec les êtres à qui l'on a beaucoup pardonné. Il semble que le pardon engendre le pardon jusqu'à la satiété, jusqu'à la faiblesse imbécile. Quand une mère s'est dit que son enfant est incorrigible et qu'il faut qu'il meure ou qu'il tue, elle n'a plus rien à faire qu'à l'abandonner ou à tout accepter. Thérèse s'était trompée toutes les fois qu'elle avait cru guérir Laurent par l'abandon.
Il est bien vrai qu'alors il redevenait meilleur, mais c'était à la condition d'espérer son pardon. Quand il ne l'espérait plus, il se jetait à corps perdu dans la paresse et le désordre. Elle revenait alors pour l'en tirer, et elle réussissait à le faire travailler pendant quelques jours. Mais combien elle payait cher ce peu de bien qu'elle parvenait à lui faire. Quand il revenait au dégoût d'une vie normale, il n'avait pas assez d'invectives pour lui reprocher de vouloir faire de lui ce que sa patronne Thérèse Levasseur avait fait de Jean-Jacques. C'est-à-dire, selon lui, un idiot et un maniaque. Et pourtant, dans cette pitié de Thérèse qu'il implorait si ardemment pour s'en offenser aussitôt qu'elle lui était rendue, il y avait un respect enthousiaste et peut-être même un peu fanatique pour le génie de l'artiste. Cette femme qu'il accusait d'être bourgeoise et inintelligente quand il la voyait travailler à son bien-être à lui avec candeur et persévérance, elle était grandement artiste, au moins dans son amour, puisqu'elle acceptait la tyrannie de Laurent comme étant de droit divin et lui sacrifiait sa propre fierté, son propre travail et ce qu'un autre ou qu'une autre moins dévouée eût peut-être appelé sa propre gloire. Et lui, infortuné, il voyait et comprenait ce dévouement, et lorsqu'il s'apercevait de son ingratitude, il était dévoré de remords qui le brisaient. Il lui eût fallu une maîtresse insouciante et robuste, qui se fût moquée de ses colères comme de ses repentirs, qui n'eût souffert de rien pourvu qu'elle le dominât. Telle n'était pas Thérèse. Elle se mourait de fatigue et de chagrin, et en la voyant dépérir, Laurent cherchait dans le suicide de son intelligence, dans le poison de l'ivresse, l'oubli momentané de ses propres larmes. 13. Un soir, il lui fit une si longue et si incompréhensible querelle qu'elle ne l'entendit plus et s'assoupit sur son fauteuil. Au bout de quelques instants, un léger frôlement lui fit ouvrir les yeux. Laurent jeta convulsivement par terre quelque chose de brillant. C'était un poignard. Thérèse sourit et referma les yeux. Elle comprenait faiblement et comme à travers le voile d'un rêve qu'il avait songé à la tuer. En ce moment, tout était indifférent à Thérèse. Se reposer de vivre et de penser, que ce fût sommeil ou mort, elle laissait le choix à la destinée. C'était la mort qu'elle méprisait. Laurent crut que c'était lui, et se méprisant lui-même, il la quitta enfin. 3 jours après, Thérèse décidait à faire un emprunt qui lui permit un voyage sérieux. Une absence réelle, cette vie de déchirement et de bourrasque tuait son travail et ruinait son existence. Alla au quai aux fleurs et acheta un rosier blanc, qu'elle envoya à Laurent sans donner son nom au porteur. C'était son adieu. En rentrant chez elle, elle y trouva un rosier blanc anonyme. C'était aussi l'adieu de Laurent. Tous deux partaient. Tous deux restèrent. La coïncidence de ces rosiers blancs émut Laurent jusqu'aux larmes. Il courut chez Thérèse et la trouva achevant ses paquets. Sa place était retenue dans le courrier pour 6 heures du soir. Celle de Laurent l'était aussi dans la même voiture. Tous deux avaient pensé revoir l'Italie l'un sans l'autre. « Eh bien, partons ensemble » s'écria-t-il. « Non, je ne pars plus » répondit-elle. « Thérèse, lui dit-il, nous aurons beau vouloir, ce lien atroce qui nous unit ne se rompra jamais. C'est folie d'y songer encore. Mon amour a résisté à tout ce qui peut briser un sentiment, à tout ce qui peut tuer une âme. Il faut que tu m'aimes comme je suis ou que nous mourions ensemble. Veux-tu m'aimer ? Je le voudrais en vain, je ne peux plus, dit Thérèse. Je sens mon cœur épuisé. Je crois qu'il est mort. Eh bien, veux-tu mourir ? Il m'est indifférent de mourir, tu le sais, mais je ne veux ni de ta vie, ni de ta mort avec moi. Ah oui, tu crois à l'éternité du moi, tu ne veux pas me retrouver dans l'autre vie, pauvre martyr, je comprends cela. Nous ne nous retrouverons pas, Laurent, j'en ai la certitude. Chaque âme va vers son foyer d'attraction. Le repos m'appelle et toi, tu seras toujours et partout attiré par la tempête. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité l'enfer, toi ? Tu ne l'as pas mérité non plus. Tu auras un autre ciel, voilà tout. Et en ce monde, qu'est-ce qui m'attend si tu me quittes ? Hein ? La gloire quand tu ne chercheras plus l'amour. Laurent devint pensif. Il répéta machinalement plusieurs fois la gloire. Puis il s'agenouilla devant la cheminée en tisonnant, comme il avait coutume de faire quand il voulait être seul avec lui-même. Thérèse sortit pour décommander son départ. Elle savait bien que Laurent lui suivit.
Quand elle rentra, elle le trouva très calme et très enjoué. « Ce monde, dit-il, n'est qu'une plate comédie. Mais pourquoi vouloir s'élever au-dessus de lui puisque nous ne savons pas ce qu'il y a plus haut? Et même s'il y a quelque chose. La gloire dont tu ris intérieurement, je le sais fort bien. Je ne ris pas de celle des autres. Qui les autres? Ceux qui y croient et qui l'aiment. Dieu sait si j'y crois, Thérèse, et si je ne m'en moque pas comme d'une farce. Mais on peut bien aimer une chose dont on sait le peu de valeur. On aime un cheval quinteux qui vous casse le cou, le tabac qui vous empoisonne, une mauvaise pièce qui vous fait rire. Et la gloire n'est qu'une mascarade. La gloire, qu'est-ce pour un artiste de son vivant? Des articles de journaux qui vous éreintent et qui vous font parler de vous. Et puis des éloges que personne ne lit, car le public ne s'amuse que des critiques acerbes et quand on porte son idole au nu, il ne s'en soucie plus du tout. Et puis des groupes qui se pressent et se succèdent devant une toile peinte, et puis des commandes monumentales qui vous transportent de joie et d'ambition et qui vous laissent moitié mort de fatigue sans avoir réalisé votre idée. Et puis l'Institut, une réunion de gens qui vous détestent et qui eux-mêmes... Ici, Laurent se livra au plus amer sarcasme et termina son dithyrambe en disant « n'importe. Voilà la gloire de ce monde, on crache dessus, mais on ne peut s'en passer puisqu'il n'y a rien de mieux. » Leur entretien se prolongea ainsi jusqu'au soir, railleur, philosophique et peu à peu tout à fait impersonnel. On eût dit à les entendre et à les voir deux paisibles amis qui ne s'étaient jamais brouillés. Cette situation étrange s'était répétée plusieurs fois au milieu de leur grande crise. C'est que, quand leur cœur se taisait, leurs intelligences se convenaient et s'entendaient encore. Laurent eut faim et demanda à dîner avec Thérèse. « Et votre départ ?» lui dit-elle. « Voici l'heure qui approche. Puisque vous ne partez plus, vous. Je partirai si vous restez. Eh bien, je partirai. Adieu. » Il sortit brusquement et revint au bout d'une heure. « J'ai manqué le courrier, dit-il. Ce sera pour demain. Vous n'avez donc pas encore dîné ?» Thérèse, préoccupée, avait oublié son repas sur la table. « Ma chère Thérèse, lui dit-il, accordez-moi une dernière grâce. Venez dîner avec moi quelque part et allons ce soir ensemble à quelques spectacles. Je veux redevenir votre ami, rien que votre ami. Ce sera ma guérison et notre salut à tous les deux, éprouvez-moi. Je ne serai plus ni jaloux, ni exigeant, ni même amoureux. Tenez, sachez-le, j'ai une autre maîtresse, une jolie petite femme du monde, menue comme une fauvette, blanche et fine comme un brin de muguet. C'est une femme mariée. Je suis l'amie de son amant que je trompe. J'ai deux rivaux, deux dangers de mort à braver chaque fois que j'obtiens un tête-à-tête. C'est fort piquant et c'est là tout le secret de mon amour. Donc mes sens et mon imagination sont satisfaits de ce côté-là. C'est mon cœur tout seul et l'échange de mes idées avec les vôtres que je vous offre. Je les refuse, dit Thérèse. Comment? Vous aurez la vanité d'être jalouse d'un être que vous n'aimez plus? Certes non. Je n'ai plus ma vie à donner et je ne comprends pas une amitié comme celle que vous me demandez sans un dévouement exclusif. Venez me voir comme mes autres amis, je le veux bien. Mais ne me demandez plus d'intimité particulière, même apparente. Je comprends, Thérèse. Vous avez un autre amant? Thérèse leva les épaules et ne répondit rien. Il mourait d'envie qu'elle se vantât d'un caprice, comme il venait de le faire vis-à-vis d'elle. Sa force abattue se ranimait et avait besoin d'un combat. Il attendait avec anxiété qu'elle répondît à son défi pour l'accabler de reproches et de dédain, et lui déclarait peut-être qu'il venait d'inventer cette maîtresse pour la forcer à se trahir elle-même. Il ne comprenait plus la force d'inertie de Thérèse. Il aimait mieux se croire haï et trompé qu'importun ou indifférent. Elle le lassa par son mutisme. « Bonsoir, lui dit-il, je vais dîner, et de là au bal de l'opéra, si je ne suis pas trop gris. » Thérèse restait seule,
creusa pour la 1000e fois en elle-même l'abîme de cette mystérieuse destinée. Que lui manquait-il donc pour être une des plus belles destinées humaines? La raison. Mais qu'est-ce donc que la raison? Se demandait Thérèse, et comment le génie peut-il exister sans elle? Est-ce parce qu'il est une si grande force qu'il peut la tuer et lui survivre? Ou bien la raison n'est-elle qu'une faculté isolée dont l'union avec le reste des facultés n'est pas toujours nécessaire? Elle tomba dans une sorte de rêverie métaphysique. Il lui avait toujours semblé que la raison était un ensemble d'idées et non pas un détail, que toutes les facultés d'un être bien organisé lui empruntaient et lui fournissaient tour à tour quelque chose. Qu'elle était à la fois le moyen et le but. Qu'aucun chef-d'œuvre ne pouvait s'affranchir de sa loi et qu'aucun homme ne pouvait avoir de valeur réelle après l'avoir résolument foulé aux pieds. Elle repassa dans sa mémoire la vie des grands artistes. Elle regardait aussi celle des artistes contemporains. Elle voyait partout la règle du vrai associée au rêve du beau et partout cependant des exceptions, des anomalies effrayantes, des figures rayonnantes et foudroyées comme celle de Laurent. L'aspiration au sublime était même une maladie du temps et du milieu où se trouvait Thérèse. C'était quelque chose de fiévreux qui s'emparait de la jeunesse et qui lui faisait mépriser les conditions du bonheur normal en même temps que les devoirs de la vie ordinaire. Par la force des choses, Thérèse elle-même se trouvait jetée, sans l'avoir désiré ni prévu, dans ce cercle fatal de l'enfer humain. Elle était devenue la compagne et la moitié intellectuelle d'un de ces fous sublimes, d'un de ces génies extravagants. Elle assistait à la perpétuelle agonie de Prométhée, aux renaissantes fureurs d'Oreste. Elle subissait le contre-coup de ces inexprimables douleurs, sans en comprendre la cause, sans en pouvoir trouver le remède. Dieu était encore dans ces âmes rebelles et torturées cependant, puisque à certaines heures, Laurent redevenait enthousiaste et bon, puisque la source pure de l'inspiration sacrée n'était pas tarie. Ce n'était point là un talent épuisé, c'était peut-être encore un homme de beaucoup d'avenir. Fallait-il l'abandonner à l'envahissement du délire et à l'hébétement de la fatigue? Thérèse avait, disons-nous, trop côtoyé cet abîme pour n'en point partager quelquefois le vertige. Son propre talent comme son propre caractère avait failli s'engager à son insu dans cette voie désespérée. Elle avait eu cette exaltation de la souffrance qui fait voir en grand les misères de la vie et qui flotte entre les limites du réel et de l'imaginaire. Mais par une réaction naturelle, son esprit aspirait désormais au vrai qui n'est ni l'un ni l'autre, ni l'idéal sans frein, ni le fait sans poésie. Elle sentait que c'était là le beau et qu'il fallait chercher la vie matérielle simple et digne pour rentrer dans la vie logique de l'âme. Elle se faisait de graves reproches de s'être manquée si longtemps à elle-même, puis un instant après, elle se reprochait également de se trop préoccuper de son propre sort, en présence du péril extrême où celui de Laurent restait engagé. Par toutes ses voix, par celle de l'amitié comme par celle de l'opinion, le monde lui criait de se relever et de se reprendre. C'était là le devoir, en effet, selon le monde, dont le nom, en pareil cas, équivaut à celui d'ordre général, d'intérêt de la société. Suivez le bon chemin, laissez périr ceux qui s'en écartent. Et la religion officielle ajoutait les sages et les bons pour l'éternel bonheur, les aveugles et les rebelles pour l'enfer. Donc peu importe aux sages que l'insensé périsse. Thérèse se révolta contre cette conclusion. Le jour où je me croirai l'être le plus parfait, le plus précieux et le plus excellent de la terre, se dit-elle, j'admettrai l'arrêt de mort de tous les autres. Mais si ce jour-là m'arrive, ne serais-je pas plus folle que tous les autres fous? Arrière la folie de la vanité, mère de l'égoïsme, souffrant encore pour un autre que moi. Il était près de minuit lorsqu'elle se leva du fauteuil où elle s'était laissée tomber inerte et brisée 4 heures auparavant. On venait de sonner
Un commissionnaire apportait un carton et un billet. Le carton contenait un domino et un masque de satin noir. Le billet contenait ce peu de mots de la main de Laurent. Senza vedere, senza parlare. Sans se voir et sans se parler. Que signifiait cette énigme? Que signifiait-elle? Voulait-il qu'elle vînt au bal masqué l'intriguer par une aventure banale? Voulait-il essayer de l'aimer sans la reconnaître? Était-ce fantaisie de poète ou insulte de libertin? Thérèse renvoya le carton et retomba dans son fauteuil, mais l'inquiétude ne l'y laissa plus réfléchir. Ne devait-elle pas tout tenter pour arracher cette victime à l'égarement infernal? J'irai, dit-elle. Je le suivrai pas à pas. Je verrai, j'entendrai sa vie en dehors de moi, je saurai ce qu'il y a de vrai dans les turpitudes qu'il me raconte. À quel point il aime le mal naïvement ou avec affectation, s'il a vraiment des goûts dépravés ou s'il ne cherche qu'à s'étourdir. Sachant tout ce que j'ai voulu ignorer de lui et de ce mauvais monde, tout ce que j'éloignais avec dégoût de ses souvenirs et de mon imagination, je découvrirai peut-être un jour un biais pour l'arracher à ce vertige. Voilà, c'est sur cette pensée de Thérèse que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Elle et lui de Georges Sand. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!